Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale sentiment, et on va faire un petit sujet à part qu'on va qualifier de philosophique sociologique autour du premier implant humain réalisé par Neuralink. Ça va être assez intéressant parce qu'on va vraiment ici aller voir dans le côté entre guillemets politologie et philosophie de toutes les possibilités que peut apporter tout simplement le fait d'implanter un implant dans le cerveau d'un être humain. Allez, intro. Alors, on est ici sur Bitcoin face au dollar en daily. Pour le moment, retest de la trend daily ici. Ça passe pas encore, mais on dévie légèrement au-dessus. On va voir si ça arrive à passer. Il faudrait une ouverture clôture au-delà, donc on verra demain si c'est le cas. Cette montée, finalement, elle se fait dans un canal pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut déterminer. Vous voyez ici qu'on vient toucher le haut du canal, légèrement dévié au-dessus de la daily. Pour le moment, on est en train de se battre contre la daily en déviant légèrement au-dessus. On va voir si ça passe. C'était pas le scénario privilégié du tout. Nous, hier, on était plutôt sur cette idée, finalement, de refuser une nouvelle fois à peu près sur cette zone. Vous voyez qu'on vient chercher le haut du canal, alignement quasi parfait entre tous les tops. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va corriger? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines heures, et c'est ce qu'on va voir notamment avec la liquidité, quand on ira voir tout simplement la liquidité. En tout cas, c'est plutôt propre. On sentait ici quand même que le prix voulait venir prendre quelque chose de plus haut, et globalement il s'agissait de ça, la liquidité qui se trouvait au-dessus de ça. Est-ce qu'il va venir désormais chercher le point supérieur, qui se trouverait à peu près par ici, autour des 44 globalement? Également borne du haut de range précédent ici, qu'on aurait plutôt vers les 44 200, quelque chose comme ça. On va voir ici si ça se met en place, et puis juste au-dessus vous avez une très belle imbalance. Si vraiment on était dans le A, le B et un éventuel C, on va voir si ça se fait derrière comme ceci, ça serait plus ou moins une zone plutôt propre. Je pense que si on met un Fibonacci ici sur le bas de cette vague, et le haut de celle-ci, on n'est pas loin du 618 à 44 600. On passe le point de contrôle en revanche de toute cette figure qui était à 42 6. Donc ça c'est plutôt encourageant pour rester dans la figure, ou alors tout simplement, en tout cas on arrive à passer ici 42 6, qui était encore une fois l'endroit où il y avait eu le plus de business dans cette figure. Vous le voyez ici, quand on regarde tout le node finalement de volume profile, on est tout à fait dans la zone. Si on arrive à s'installer au-dessus, si on arrive à passer ça et à s'installer un petit peu là-dedans, on peut estimer que peut-être on viendra filer une partie de cette zone. Pour le moment, personnellement, je suis toujours dans l'idée d'un refus de la daily pour éventuellement venir revisiter des bornes un petit peu plus bas, à savoir les 40K, finalement rester un petit peu dans cette latéralisation entre 40 et 45, déviation au-dessus, déviation au-dessous, et finalement pour le moment un premier refus par la daily à minima, et éventuellement, encore une fois, rester pour le moment sous cette daily. On va voir, encore une fois, ça peut passer. On va voir également dans la liquidité qu'il y a quelques shorts quand même dans cette histoire. Donc on ira voir ça un petit peu plus tard. On aura les confirmations un petit peu de tout ça. En ce qui concerne iBit et sa structure, donc ETF BlackRock, je le répète, finalement, qu'est-ce qu'on regarde là? On regarde quelque part Bitcoin pendant les heures de Wall Street, c'est un petit peu ça, puisque iBit est censé suivre Bitcoin. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait ce gros élargissement ici descendant. On l'a cassé, et là c'est très propre de ce côté-là. Retour en haut de la vague 2, ça correspondait à peu près aux 43 000 $. Refus très léger ici sur le haut de la figure, qui est une... En fait, vous avez trois targets sur un élargissement. Vous avez le haut de la vague 2, vous avez le haut de la figure, et vous avez la totalité de l'élargissement, donc de la figure, que vous posez en swing, donc en une balançoire, à l'endroit où vous la cassez. Et là, ça nous donnerait une target quelque part autour des 25,63 pour iBit. Concrètement, à peu près un retour au niveau du 12 janvier.
c'est-à-dire qu'on est très légèrement au-dessus de 44 000 dollars, donc je pense même qu'on n'en est pas loin. Vous voyez ici que pré-market pour le moment, on est là, pré-marché, hein, on est à 24,82, peut-être encore un petit peu d'upside, en tout cas si on se base sur la structure de iBit. En tout cas, pour le moment, ce mouvement est très propre, on revient en haut de la figure, ce qui était déjà quand même la target principale. Encore une fois, si jamais on se base sur le fait de prendre l'amplitude de la figure qu'on reporte au point de cassure, à ce moment-là, on aurait peut-être un petit peu d'upside, donc ça irait plutôt dans le sens de soit casser la daily, soit tout simplement ramer dessous, hein, je parle ici de la daily rouge, ramer dessous pour éventuellement venir derrière chercher ce fameux point autour des 44,5. En ce qui concerne Ether, BTC, on n'est pas très loin de la trend. Pour le moment, on continue à corriger, en tout cas sur une TF 4 heures. On peut voir que le momentum de recul ici d'Ether contre BTC a été plutôt péchu, mais qu'il se calme, hein, d'une certaine manière. Vous voyez qu'on casse tout doucement ici cette distribution-là. À voir si on rebondit sur la trend historique qui date depuis 2017-2018. Hein, c'est une très vieille trend qu'on a ici. Vous le voyez ici, on avait fortement dévié dessous. Ou si jamais, eh bien, on vient imprimer un nouveau lot sur Ether contre BTC. C'est ce qu'on verra également, je pense, dans les jours prochains. Ether contre le dollar, et ben pour le moment c'est un refus sur la trend 4 heures ici, un refus qui n'est pas nécessairement ici, ça veut pas dire qu'il va pas casser, mais on verrait quand même bien Ether ici revenir sur la zone des 2246, soit il tient le niveau pour casser la trend, le niveau je parle de celui-ci bien évidemment, soit il revient faire un bisou à la trend inférieure. En tout cas, c'est une compression sur Ether contre le dollar. On verra d'où on sort dans cette compression. Est-ce qu'on en sort par le haut ou par le bas? Et est-ce qu'elle se transforme en range? Personnellement, je vois... ici, j'avais vu... Si vous regardez le RSI, ici, vous avez une divergence haussière cachée. Ici, vous avez une divergence baissière cachée. Si je vous montre le RSI, vous allez le voir en 4 heures. Ouais, c'est bien. Si ça veut bien s'afficher, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Considérez ici que le RSI, et bien finalement, le RSI, en dessous du RSI, là on fait ça, et au-dessus du RSI, là on fait ça. Je trouve que ça appelle plutôt à un range, et le range est intéressant. C'est-à-dire que si on se basait un petit peu sur l'idée qu'on va rester entre 2150 finalement, et 2412, à minima pour encore une ou deux vagues, eh bien... ça nous donne une amplitude de 10%, ce qui intraday est relativement intéressant à prendre. Intraday ou sur des swings de 2-3 jours, ça serait plutôt propre de continuer finalement là-dedans. Maintenant qu'on a dévié au-dessus du range, qu'on l'a réintégré, est-ce que finalement Ether ne va pas nous donner la même structure, mais d'une certaine manière en retard sur Bitcoin, c'est-à-dire je reviens retester, puisque là on est à peu près à 44 sur Bitcoin, même si Ether n'a pas perdu sa daily, lui pour le coup, vous le voyez ici, cette trend là elle est préservée pour le moment, là où Bitcoin est plutôt en dessous, hein, donc 44 sur Bitcoin, ça, bon, on va dire que c'est pas vraiment tout à fait le même range, mais en l'occurrence ici, pourquoi pas venir finalement en haut, donc par ici, et ensuite refuser, revenir retester ça, et l'amplitude est très belle, encore une fois, on est sur une amplitude de 10%. Donc l'accumulation des divergences dans un sens comme dans l'autre, ici, peut peut-être nous dire que ce triangle, finalement, va se transformer en latéralisation. À voir sur la suite, mais ça peut être intéressant de garder ce scénario sous le coude. Total 3 contre BTC... Donc toutes les alts contre Bitcoin, eh bien, vous voyez que pour le moment, ça se porte pas mal. Contrairement à Ether qui est un peu à la peine contre BTC, vous voyez que le reste des alts se porte très bien et tient la trend d'accumulation qui est celle-ci. Peut-être potentiellement revenir à minima, revisiter le 4 heures supplémentaire. Ce qui concrètement nous donnerait quelque chose comme 2-3% supplémentaires sur les alts. Est-ce qu'on a terminé cette correction ou pas ? Sur les alts, alors pour le moment, j'ai quand même, on va dire, sur les petites time frames, hein, plus ou moins une cassure ici de la structure baissière et plus ou moins ici une forme de continuation. Hein. Donc sur les petites TF, c'est très encourageant pour venir le faire. On a ici pour le coup un break-off structure. Ce qu'on va vouloir, c'est que désormais les alts prennent un autre point, viennent s'appuyer sur un autre point, peut-être à partir de celui-ci, pour faire une continuation dans les plus grosses time frames. En l'occurrence, en tout cas, on part du principe que pour le moment, alors c'est assez déroutant par rapport à Ether qui est à la peine, mais on part du principe que peut-être cette correction ici est terminée. Donc on aura
de l'upside à venir voir éventuellement sur les alts, les moyennes caps, je dirais d'abord dans un premier temps. On le voit d'ailleurs sur certaines choses qui ont plutôt pas mal fonctionné, notamment Solana, Avax, ce genre de choses. Donc peut-être une rotation à venir sur Ethereum, peut-être, et puis derrière éventuellement sur le reste des alts, mais en tout cas c'est plutôt propre. Les spreads CME, on est plutôt longué du côté des institutionnels, enfin en tout cas on voit des spreads, on voit un CME qui est plus cher que le spot. C'est pas incroyable par rapport à ce qu'on avait eu ici, voilà, pour le moment on est sur un CME qui est très légèrement, potentiellement plus longué que shorté, et sur des spreads qui sont plutôt positifs. Ici, quand vous êtes en spread négatif, en dessous du 0, vous avez un CME qui est plus shorté que longué, et là, en l'occurrence, on voit quand même une évolution là-dessus, donc peut-être que les institutionnels se repositionnent en longue. Stablecoin dominance, on va passer aujourd'hui, on le fera peut-être avec les affiliés, on le fera peut-être demain, et on va passer donc sur les news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Super. Et donc vous voyez ici que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés cette année à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Allez, la news. Alors encore une fois, ça risque d'être assez pompeux parce que ça va être vraiment un sujet sur Neuralink, et donc du coup le fait qu'ils aient implanté un implant dans le crâne d'un être humain. Et en l'occurrence, ici, personnellement, ce que j'y vois, c'est une avancée majeure pour la médecine, certes. C'est-à-dire que, pour le moment, vous l'aurez compris, il y a plus ou moins un comité d'éthique derrière tout ça, etc. Et l'idée, c'est que les gens puissent contrôler par leur pensée des machines. Donc, c'est extrêmement bien pour tout ce qui est personnes handicapées, notamment, et puis pour tout ce qui est, bien évidemment, tout ce qui est autour de... imaginez, par exemple, que... des gens comme Stephen Hawking ou des gens comme ça puissent directement, instantanément communiquer avec une machine. Ça, par la pensée, ça leur permettra tout simplement de communiquer normalement. Maintenant, moi personnellement, je suis plutôt fan d'Elon Musk, vraiment. Ce qu'on peut éventuellement se poser comme question, c'est quand les ultra riches auront accès à cette forme de technologie, est-ce qu'on n'aura pas des personnes qui auront un implant dans le crâne et qui auront accès à une intelligence artificielle, ou en tout cas des téraoctets de données sans éducation finalement préalable. Donc ça pose des questions par rapport à, bien sûr, l'égalité des chances. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux me payer l'implant, donc je suis un surhomme, un être humain supérieur, entre guillemets. Et si j'ai pas d'argent, à ce moment-là, je reste avec mes petits bras et ma petite tête pour apprendre, tout simplement. J'ose espérer qu'il y a un comité d'éthique derrière qui est quand même assez béton.
Je me réjouis d'une certaine manière, même si Elon Musk peut paraître comme taré, il a quand même une vision du monde qui est relativement complète. Et, et voilà, si on avait, j'aurais dit par exemple Sam Altman en face, ou même Bill Gates, je suis pas sûr qu'on aurait finalement qu'on soit dans des dispositions qui soient tout autant sympathiques que celles que peut avoir Elon Musk. Donc même s'il peut apparaître vraiment comme un taré, personnellement, j'aurais tendance à dire que je préfère presque que ça soit Elon Musk que quelqu'un d'autre. Derrière, l'idée ici qu'on va travailler, c'est cette idée de donc surhomme, être humain supérieur, et finalement un petit peu de fin de l'histoire en raison de ça. Un capitalisme qui soit poussé à son paroxysme et peut-être potentiellement aller vers le paroxysme du capitalisme, c'est-à-dire finalement la fin de l'histoire. Pourquoi ça ? Alors, il faut revenir là, je pense, et du coup ça va être beaucoup de parlotte, beaucoup de choses comme ça, donc on va peut-être même se mettre en full screen. Il faut revenir là ici à des concepts comme ceux finalement de Hegel à la base, qui est la dialectique. Cette idée, Hegel, c'était un philosophe allemand qui nous disait, pour vraiment schématiser, vulgariser, que l'herbe est plus verte ailleurs, et que si on devait trouver un sens à l'histoire, c'est finalement une évolution vers son contraire. À chaque fois que l'être humain a besoin de reconnaissance, etc., toutes ces choses-là. Et donc du coup, Hegel nous disait, la raison de l'histoire, c'est finalement le changement dialectique, la destruction, pour aller vers le contraire de quelque chose. L'être humain, on va dire, va être baigné dans une idéologie, et finalement, les révolutions font qu'on va vers le contraire, et la raison de l'histoire se constituerait, le sens de l'histoire se constituerait comme ça. Derrière, on a eu bien évidemment Karl Marx qui nous parle de la fin du capitalisme et qui lui va utiliser finalement la dialectique d'Hegel, donc cette idée de changement et de destruction pour reconstruire l'inverse. Et Karl Marx va nous montrer que c'est bientôt la fin du capitalisme, c'est-à-dire l'être humain un être humain qui a du capital et un autre qui va avoir, on va dire, des bras, et que bientôt il y aura une autre forme de société qui va en sortir, et c'est ce qui a créé bien sûr le communisme. Communisme où finalement vous aviez une forme d'élite intellectuelle qui planifiait l'économie pour le reste des mortels, qui planifiait, donc en général c'était des planifications sur 5 ans, et puis une forme d'élite intellectuelle qui disait en fait on va tendre vers ça, on va aller vers ça, etc. Et c'est comme ça que ça doit se passer. À la fin du communisme, si on peut estimer que le communisme est quelque chose qui est réellement terminé, vous avez eu des penseurs, donc notamment chute du mur de Berlin, toutes ces choses-là, etc., comme Alexandre Kojève et plus précisément Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, qui finalement nous disent ça y est, il n'y a plus de communisme d'une certaine manière, donc c'est la fin de l'histoire, et c'est entre guillemets les démocraties libérales ont vaincu, et dorénavant on va s'inscrire dans une période sans guerre, voilà, quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus tranquille d'une certaine manière. Derrière ça, vous avez aussi énormément plutôt de la science-fiction, là, pour le coup, enfin, si on parlait d'Orwell, etc., ce genre de choses, qui finalement nous disent que la fin du capitalisme, ou en tout cas le capitalisme poussé à son paroxysme, c'est une espèce de despotisme mou, dans lequel finalement vous avez une information qui vous surveille, une information qui est codifiée et vérifiée, et que finalement c'est non pas la dictature de la majorité, c'est pas vraiment ça, mais plus on a une élite qui va nous emmener vers une forme de majorité, et finalement vous avez l'impression d'être heureux, mais Big Brother is watching you, et derrière vous avez aussi cette idée que les gens ne pensent pas normalement, c'est-à-dire qu'ils sont baignés dans une espèce de tyrannisme, avec finalement des épouvantails en termes à la fois même d'économistes et de politiques, qui sont tout simplement gérés par l'État profond, ce qui est quand même plus ou moins ce qu'on voit en ce moment. Pourquoi j'en viens là par rapport à Neuralink ? Parce que finalement, cette idée poussée à son paroxysme d'implant dans un être humain,
et donc de possibilité du capital d'être une forme d'élite, va peut-être nous emmener et en ce moment on est quand même potentiellement en train de pousser le capitalisme jusqu'à son paroxysme. Et là j'ai oublié le nom d'un autre philosophe qui parle de l'homo festivus, l'homme qui fait la fête. Donc on va dans la suite logique, c'est-à-dire vous avez une partie des hommes qui sont des oisifs, les robots qui travaillent pour eux, d'une certaine manière, et derrière, une catégorie de oisifs qui va, on va dire, consommer de la publicité, ne pas réellement travailler, ne pas apporter de la productivité, mais avec des robots qui bossent, et puis derrière, on va dire une catégorie qui va être plutôt les surhommes, avec éventuellement cette possibilité d'être des cyborgs. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense personnellement que il est toujours intéressant, et nous on est des spéculateurs, spéculer ça vient de spectateur, ça veut dire regarder, il est toujours intéressant d'avoir une vision à plus 100 ans ou plus 50 ans pour tout simplement également investir dans les technologies qui tout simplement proposent certaines choses. Et je pense que cette technologie-là, doublée à l'intelligence artificielle, est une avancée majeure pour la médecine, dangereuse certes, mais je pense que ce type de narration-là peut provoquer une certaine forme de bulle, un certain enthousiasme des investisseurs, à savoir tout simplement cette idée, et bien tout simplement d'implant dans votre cerveau pour contrôler des machines. C'est l'évolution, d'une certaine manière logique, du capitalisme poussé à son paroxysme. Ça a été assez long, j'espère que c'était intéressant quand même, enfin en tout cas c'était pompeux, voilà, je savais que ça allait être pompeux en le faisant, mais voilà un peu cette idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, on a des forces, on a l'homo festivus d'un côté, qu'on va qualifier d'une certaine manière de... Ouais, wokiste, on peut pas vraiment dire ça, parce que wokisme, c'est une certaine manière de voir les choses, mais qu'on va qualifier plutôt de, on va dire, tout est cool, tout est gentil, aucun problème, etc. Soyez sympas, soyez gentils les uns avec les autres, et ça ira bien. Et en même temps, donc du coup, qui renie une certaine partie de ses valeurs traditionnelles. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je laisse tout le monde choisir, entre guillemets, son idée. Mais qui renie un certain nombre de valeurs traditionnelles, et finalement, on a un monde traditionnel qui résiste, qu'on va pouvoir éventuellement voir dans la philosophie islamiste, et qu'on va pouvoir voir éventuellement dans quand même les BRICS et ce genre de choses qui vont rester plutôt dans une tradition industrielle et également traditionnelle de type famille, etc. Voilà ma vision des choses, elle vaut ce qu'elle vaut, encore une fois, j'ai pas vraiment de conclusion là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement intéressant, extrêmement prometteur, extrêmement dangereux, mais en même temps qui également est une suite logique de finalement le sens de l'histoire à son sens propre. Qu'est-ce qu'il y aura après le capitalisme, puisque si on fonctionne selon Hegel, il n'y a pas vraiment de fin de l'histoire, hein, c'est plutôt Fukuyama qui vient nous dire qu'il y a une fin de l'histoire, un dernier homme. La fin de l'histoire étant la fin des guerres, etc. Et donc la fin de cette idée de dialectique. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a après ? Là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est une friction entre l'homo festivus, et je suis désolé d'avoir oublié le nom de ce philosophe qui a établi ce concept-là, toute une génération oisive, en fait, qui ne sait pas qu'elle travaille pas, mais elle apporte pas nécessairement de productivité, parce que de toute façon, c'est la suite logique des choses, hein. On est remplacé par des robots. Aujourd'hui, vous allez au péage, vous mettez votre truc, vous allez voir dans le ménage, vous voyez très bien les aspirateurs, toutes ces choses-là. Vous allez voir dans des tas de choses. Vous allez voir maintenant dans le même quelqu'un qui est développeur, avec l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de choses qui finalement sont en train de nous emmener vers une oisiveté. Effectivement, cette idée d'homo festivus qui n'a pas besoin de faire d'enfants, qui reste finalement un peu collé à sa télé ou son téléphone, à consommer de la publicité, et sans réellement... c'est pas sans travail, je veux pas... Vous comprenez ici ce que je veux dire, hein, on travaille tous, il n'y a pas de souci là-dessus, mais d'une certaine manière, enfin, une forme de manque de productivité qui, malgré une démographie en berne, eh bien, va être palliée par les machines. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a après le capitalisme ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on retourne dans des valeurs traditionnelles ?
Je ne sais pas. Est-ce que le capitalisme poussé à son paroxysme nous emmène vers une forme de communisme, un gouvernement mondial où les choses sont plus planifiées, moins libérales, etc. Toutes ces choses-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça vaut le coup de se poser la question. Et personnellement, je trouve que cette narration d'un plan de Neuralink colle très bien à toutes ces idées-là. Allez, on repasse en partage, et je vais le faire ici, parce que du coup, j'ai pas de bouton. Laetitia qui ici nous dit acheter un ATH c'est plus rémunérateur. Alors j'ai pas la méthodologie de ce truc là parce que ça me paraît quand même je veux dire investir n'importe quel jour, donc je suppose qu'il y a un côté random, ils ont mis un côté random dans ces statistiques, et investir sur des ATH, et on parle là bien sûr du S&P 500 qui a fait un ATH pas plus tard qu'hier, un nouvel ATH encore. Que investir dans les ATH serait soi-disant le truc le plus rémunérateur. Donc intéressant, un ATH c'est une cassure, hein, bien sûr. Bon, voilà, personnellement je suis pas tout à fait d'accord avec ça. En tout cas, je demande d'avoir la méthodologie, mais on en parle. Charles Schwab qui va se lancer également dans la course aux ETF, et là on est sur quelque chose qui est quasi aussi gros que BlackRock, puisqu'on est à 8,5 trillions d'assets under management, donc plutôt une bonne nouvelle. DYDX qui va sortir sa V3 avec du liquid stacking, et les flots d'ETF qui ont été plutôt bons hier, avec... alors, oui, c'est hier. Je crois que c'est hier. 255 millions d'inflow net. Wall Street, les prix du pétrole qui augmentent. On fera... Demain, on est le 31. On fera une étude des prix du pétrole quand on fera l'étude de l'inflation du mois de janvier, en prévision du CPI. Donc, on ira voir vraiment bien les commodités, toutes ces choses-là, etc. pour essayer de prévoir le CPI. Hein. L'idée, c'est ça, au 1er février. On attend quand même la fin du mois avant de le faire. Ici, Robert Kennedy Jr., qui est un candidat sans parti. Il était au départ dans les Républicains et finalement, il a décidé de se présenter sans étiquette. Et je pense que ça peut être un candidat intéressant. En tout cas, le trio peut être intéressant. Donc du coup, Biden, Trump et Kennedy Jr. Je ne sais pas quelles sont les intentions de vote. Mais bon, bref, il dit qu'il mettra fin à toute monnaie numérique de banque centrale, comme l'avait fait Trump dernièrement. Le républicain French Hill qui dit qu'il est optimiste à propos d'une législation crypto en 2024. Bitcoin ETF has broken la corrélation avec les montres de luxe. Je ne savais pas qu'il y avait une corrélation entre les montres de luxe et la crypto. Probablement la liquidité amène... oui, tout à fait logique. Enfin, relié par la liquidité mondiale, on va dire ça comme ça. Fidelity qui finalement, rien qu'à lui-même sur la journée d'hier, enfin je pense que c'est le cas, a masqué et a dépassé tous les outflows de Grayscale. Donc on a un ralentissement de la sortie des bitcoins des clients de Grayscale et de la vente de Grayscale. Derrière... ça va prendre tout 2024 pour le Hamas pour éliminer les Israéliens pour éliminer toute menace du Hamas. Et ben on n'est pas sorti de l'auberge, les pauvres. Et puis visiblement l'action Renault qui s'envole aujourd'hui. Ouais, on va pas faire non plus une vidéo trop longue, mais voilà. Bon, ok, Nvidia, voilà, ok. Aujourd'hui, pas vraiment de news économique. Demain, on aura le rapport ADP qui va être intéressant. Et bien sûr, le FOMC, donc la décision de la Fed par rapport au taux d'intérêt. On s'attend quand même plutôt... Par contre, il n'y aura pas de plan. Hein, c'est tous les 2 meetings qu'il y a vraiment le plan où Powell nous dit exactement ce qu'il compte faire pour les trucs suivants. Bon, on sera probablement sur une pause ici, hein, bien sûr, sur les taux d'intérêt. En tout cas, on continue la pause, c'est ce qu'on pense. Ce qui peut créer la surprise en baissant les taux là, je ne pense pas, vu que le CPI est plutôt sur un plateau et que l'économie est plutôt bonne, un marché de l'emploi qui est plutôt bon également.
Donc je pense pas, je pense qu'on va rester à ce taux-là pendant un certain temps et qu'ils vont essayer de grappiller le dernier pourcent. Maintenant, on a parfois des surprises en ce qui concerne surtout les années de préélection. Bien entendu, Powell a été quand même nominé par Biden. Donc il est possible ici qu'on ait de la surprise, histoire de booster un petit peu les marchés. En tout cas, Biden va se gargariser certainement de dire, regardez, malgré des taux à 5%, on a une économie qui est super forte, un taux de l'emploi qui est toujours à 3,8, et on a un GDP qui est plutôt pas trop mauvais. Donc est-ce qu'il a besoin de plus? Je ne sais pas. En tout cas, on aura le taux de chômage également pour vendredi. Et ce soir, à la clôture, on aura les earnings de Microsoft et de Google. Donc assez important. On a quand même une corrélation, même si en ce moment elle n'est pas incroyable, entre Bitcoin et l'US Tech 100, en tout cas le Nasdaq, le S&P d'une certaine manière. Maintenant le S&P, il y a tellement de vases communicants entre les Magnificent Seven, donc du coup qui sont quand même plutôt de la tech, on va dire les GAFAM, plus Nvidia et Tesla, c'est quand même de la tech. Ils ont tellement une traction importante, je crois qu'ils pèsent pour 70% de la hausse du S&P, ils ont tellement une traction importante que vous avez des vases communicants qui sont énormes entre Nasdaq 100 et S&P bien évidemment. On va sur la liquidité, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur cette vidéo si jamais le contenu vous plaît. Alors, on liquide 100 millions hier avec la moitié sur Bitcoin et Ethereum, c'est plutôt normal. Beaucoup de shorts liquidés sur Solana qui rentre troisième. Et vous voyez qu'on a liquidé du long et liquidé du short sur un petit peu toutes les alts. Carnet d'ordre, excusez-moi c'est très zoomé. Là on est sur les perps mais c'est pareil. On a une belle défense autour des 44. Pas mal d'ordre à la vente, on voit que ça veut défendre entre 44 et 44,2. Pour le moment, première défense également dans cette zone-là. Est-ce qu'on va réellement monter jusque-là? Bonne question. En tout cas, il n'y a pas grand-chose en bas pour protéger, si ce n'est un tout petit peu à 43,2, un tout petit peu à 43,100, un tout petit peu à 43 dans le carnet d'ordre. Et là, on est sur les perps, on n'est pas sur le spot, donc attention aux faux amis. Mais on passe. Derrière... Alors, en ce qui concerne la liquidité, on est venu chercher les 3 niveaux qu'on avait à prendre du côté des longues. Attention parce qu'en général, on le fait un petit peu plus haut. En général, on déleverage autour des 8 milliards, on est là à 7,74. On va se mettre en 1 heure ici. La dernière fois, on avait déleveragé par ici pour redescendre à 7,18. En tout cas, on commence à atteindre des niveaux d'open interest qui sont quand même assez conséquents. J'ai une structure qui monte ici, j'ai un open interest qui monte, j'ai un funding qui est flat. Donc du coup, et une demande au spot qui est somme toute en 1 heure reste plutôt positive. Des spreads qui sont négatifs, donc on est plutôt dans un marché de liquidité. Et ce que je dirais là-dedans, donc on peut enlever d'ailleurs ces niveaux-là, c'est que d'une certaine manière, on est plutôt sur un marché qui essaye de shorter. Ce que j'appelle les shorters lunatiques, moi, les shorters de pleine lune, et qui, ici, est quand même plutôt en train d'essayer de shorter. Et personnellement, c'est mon cas, donc du coup, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, on voit que, quand même, dans la structure, hausse de l'open interest, hausse du prix, donc on devrait liquider du short, donc on devrait avoir un funding qui augmente. Le funding ne suit pas le prix, on est plutôt sur une augmentation de funding et une augmentation du prix et un funding qui reste à plat. Donc du coup, on peut estimer qu'il y a encore du short dans cette structure. Attention, parce que quand ça va se retourner, ça pourrait être violent. On va voir ici, encore une fois, prendre le temps. L'idée... On va faire dans la conclusion, on va montrer un petit peu ce qu'il pourrait éventuellement se passer. En tout cas, sur la fin de structure, on va dire là, j'ai pas d'anomalie énorme, sauf ici où j'ai pas mal de longues. Vous le voyez, malgré une action de prix qui est baissière, j'ai du long qui rentre, donc pour moi, j'ai quelque chose à venir chercher. En dessous également. On va venir à faire dans la conclusion un petit peu, maintenant qu'on regarde la liquidité, la conclusion en fonction de ce qu'on voit sur la liquidité, bien sûr. Beaucoup plus de longues que de short, 306 000, c'est pas énorme, 306 000, c'est pas énorme. Mais on a quand même, vous voyez ici, il n'y a pas de grosse bulle en fait, on est sur des toutes petites positions ouvertes. Donc sur les exchanges, assez peu d'intérêt institutionnel. L'intérêt institutionnel, on le voit plutôt sur le CME. Ensuite, sur Ether, donc en termes de poche de liquidité, vous le voyez, on avait pas mal de shorts ici au-dessus, on est venu les chercher. En fait, finalement, c'est cette idée que tout le monde essaye
de shorter ce bambou qui monte, et puis finalement il monte un petit peu plus haut à chaque fois, etc. Là ça semble se calmer, et on a une belle poche de liquidité, j'irai venir chercher à 42,3. Ouais, 42,3 c'est intéressant. Derrière on a une grosse position, on va dire ici beaucoup plus bas, plutôt vers les 40,5. En tout cas un petit retracement à 42,3, ça serait pas trop entre guillemets pour calmer un petit peu l'ardeur des longueurs, mais pour l'instant, bon, ça reste haussier en termes de liquidité, vous le voyez, à chaque fois qu'on crée une poche. Et c'est pareil, ça s'est calmé sur Ethereum, vous voyez qu'on n'a plus grand monde à venir chercher. En tout cas, on parle de la 5 jours, hein, ici, il faut mettre en adéquation, et 66 000 en ratio, en delta, longueur contre shorter. Ensuite, la 7 jours, bah, elle est plutôt bien nettoyée, j'ai envie de dire. Il reste encore un petit quelque chose autour de 44, mais en fait, on voit très bien ici ce phénomène hein, d'idée que à chaque fois qu'on latéralise, on a du short à venir chercher, on vient les chercher. Ensuite, on relatéralise, ça crée une poche de short au-dessus qu'on vient chercher. Idem, même chose, on relatéralise, ça force du short, on vient les chercher. Donc on est vraiment dans cette idée de monter larvé pour venir chercher de la liquidité. Et sur la 7 jours, c'est plutôt propre pour être sur la fin du nettoyage. Maintenant, ça dépend. Si on traîne sur la zone ici, eh ben, on pourra éventuellement créer une petite poche au-dessus qui elle-même sera recte. On peut voir aussi d'une certaine manière que les longues prennent profit assez vite. Ils ne sont pas non plus extrêmement confiants sur cette zone. Donc on n'a pas énormément de longueur de position. Prennent profit assez vite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous l'avez vu, le funding reste à plat. Si on avait ici un funding qui augmentait lui-même, et ben à ce moment-là, effectivement, on pourrait se dire il y a encore beaucoup de longues en position. Ici, on voit quand même que les longues sortent assez rapidement, donc pas très confiant, et un manque de confiance égale peut-être potentiellement, on va dans l'autre sens. Ensuite, Ether, qui est bien venu nettoyer son point chaud ici. Désormais, Ether, il a peut-être un push à faire. Hein, là, pour le coup, on a un peu plus de liquidité que ce qu'on avait sur Bitcoin. Au-delà des 2350, ce qui irait dans le sens d'une cassure de la 4 heures. À voir. Possible, mais à voir. Ensuite, derrière, voilà, 2150 en bas. On fait la conclusion de cette vidéo. Alors, est-ce que là, c'est un rejet par la daily ou pas ? Je ne sais pas. On considérera qu'elle est cassée quand on aura fait vraiment une ouverture clôture au-dessus. Sur 4 heures, on voit qu'il y a quand même une réaction. Et on a à la fois un niveau, là je vous ai mis le 1 heure, le 4 heures au-dessus et le 15 minutes, on voit qu'il y a quand même une réaction baissière. Pour le moment elle n'est pas énorme, on peut peut-être enlever ça je pense, excusez-moi c'est un peu chargé. On peut enlever ça également. Pour le moment qu'est-ce qu'on a ? On a une trend ici à l'accumulation qui s'accélère, d'accord ? Donc même si elle doit être très légèrement perdue ici sur cette zone-là. Pour le moment, on voit que le prix il avait vraiment besoin de venir chercher la liquidité qui se trouvait tout simplement ici. C'est pas que de la liquidité, hein, il y a probablement de l'achat au spot, on l'a vu sur le CVD. On arrive à passer finalement le point de contrôle, ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on va rejeter sur la daily ou pas ? C'est ce qu'on va voir dans la journée, je pense. Derrière également, vous avez ce canal. Est-ce qu'on va revenir retester le bas du canal également ? Ça serait une suite assez logique. 42,3 pour finalement prendre du jus et là pour le coup venir casser la daily. Pourquoi pas également ? Derrière un canal c'est jamais très bon, hein, ça ressemble souvent à un flag, une montée un peu larvée. Donc si ça accélère c'est bien, c'est-à-dire si ça vient à casser. Je parle pour être haussier. Hein. Si ça vient à casser ici cela, ben là ça serait vraiment un signe déjà que on a quelque chose d'assez bearish qui est cassé bullish, donc du coup c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, figure de retournement ou pas, on a un petit quelque chose là. C'est pas incroyable parce qu'elle est pas très belle, mais bon. Une épaule, tête-épaule inversée qui aurait cassé ici et qui nous dirait qu'éventuellement on peut revenir plutôt dans cette zone-là. Je sais pas exactement, j'ai pas calculé la target. Ce qui me gêne un peu, c'est que les épaules sont un peu petites. Maintenant, ici, en ce qui concerne les probabilités chartistes, on travaille sur un analyste qui s'appelle Bulkowski, je sais plus son prénom, et qui lui donne des guidelines à chaque fois hein, pour dire ben, moi j'ai analysé 3000 figures chartistes qui sont comme ça, mais par contre j'ai considéré que telle figure chartiste je pouvais l'analyser à partir de tel ou tel critère, d'accord. Là il faudrait regarder si on est dans les critères de Bulkowski ou pas. Le bouquin de Bulkowski, c'est un petit annuaire, hein. Mais ici, et pour ceux qui pensent que Bulkowski c'est un mec des années 70,
et que c'est des probabilités qui datent des chemins de fer ou je ne sais quoi. Non, pas du tout, ce bouquin est réédité tous les X années, et il continue d'officier. Je pense que la dernière édition date de 2018, je pense. Vous aurez les liens en description si jamais tout ça vous intéresse. Personnellement, je vous conseille plutôt la version française et simplifiée, qui est le François Barraud, en fait, finalement. Le chartisme ne fait pas tout, il faut comprendre ici. Parfois, vous utilisez le chartisme pour certaines choses. Moi, personnellement, le chartisme me sert à comprendre que quand une structure est haussière mais larvée, c'est potentiellement une structure plutôt baissière. Voilà, ce genre de choses. Je pense pour les débutants, c'est quand même des notions qui sont intéressantes à avoir, et le chartisme a cela d'intéressant que quand on est en tendance, ce qui est, pour le moment, on est, je dirais plutôt sur quelque chose de baissier, mais quand on est en tendance, ça vous donne finalement un point d'entrée, un TP, et des probabilités que votre TP soit touché. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, je ne fais pas que du chartisme dans mon système de trading, je fais aussi beaucoup d'autres choses, prise de liquidité, toutes ces choses-là, etc. Et parfois je vais à l'encontre du chartisme, c'est-à-dire que je considère que telle ou telle cassure est une fausse cassure, quand la liquidité finalement va plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, mon système est un système assez complexe, mais hybride, un peu spécial, mais voilà, je fais avec. Donc, en l'occurrence, oui, peut-être une figure de retournement ici, d'autant plus qu'on est en bas de quelque chose, donc pourquoi pas. Si on a un retest positif ici, j'ai un petit problème avec mon clic droit, désolé. Si on a un retest positif ici, qu'on vient pas trop enfoncer dans l'épaule droite, sous-entendu d'ailleurs finalement tenir cette trend quelque part, à ce moment-là, la target, je l'ai pas calculé encore, mais elle est extrêmement haussière, je pense qu'on est autour des 48. Donc je prends l'amplitude totale que je reporte au point de cassure qui là se trouve ici. Oui, 47,5. Elle est pas très belle, personnellement. Voilà, je la trouve pas très belle. Mais bon, le fait qu'elle soit penchée, pas trop un problème. Ça, c'est dans les guidelines de Buskowski. Il donne une pente maximum. Mais là, on n'est pas du tout dedans. Et le fait que les épaules soient petites, ça, c'est quelque chose que je vérifierai. Vous voyez que la pente est de 2%, c'est quasiment que dalle. Bref, on avait ici, nous, dans nos scénarios, un scénario qui était quand même assez privilégié, qui était de dire on va faire une structure finalement assez bearish on n'arrivera pas à passer cette trend pour le moment. Je reste toujours là-dessus. Personnellement, je reste sur un rejet par ce niveau et cette trend-là. En tout cas, c'est mon avis. Jusqu'où on rejette, personnellement pour moi, ça m'étonnerait pas qu'on rejette jusqu'à 40,5. Maintenant, il est possible, et c'est là qu'il faut faire attention sur les shorts, finalement qu'on longe un petit peu comme ça cette trend jusqu'à atteindre la liquidité maximum, je dirais. Et la liquidité maximum, quand on regarde le monthly, pour moi, elle est à 44,5, je crois, c'est ce qu'on avait regardé hier. Donc tous les traders de position en short sur ce mouvement, ouais, c'est ça, 44,5. Donc si on larve en dessous, ou alors si on fait juste un pic aussi, en 15 minutes, on monte à 44,5 et derrière on réintègre la daily, on aura couvert un peu cette imbalance. Vous voyez qu'on aura sorti finalement sur toute cette figure la plupart des shorts. Les grands gagnants, ça sera ceux du haut de la structure, et puis derrière on dégage vers le bas. Maintenant, comprenez bien aussi que ce qui joue beaucoup, c'est pas uniquement les traders de position, c'est la liquidité très fraîche. On l'a vu hier on l'a vu quand je vous ai montré ici la weekly, où finalement à chaque fois on a du short, on vient de chercher, on a du short, on vient de chercher, et ainsi de suite. Quand est-ce que les shorters seront fatigués? Est-ce qu'à 44,5, ils vont dire bon ça y est, maintenant ça va, on est plus ou moins dans l'imbalance, etc. On n'est pas trop loin de l'ATH, on va dire ça comme ça. Est-ce que finalement on s'arrête? C'est une bonne question. Donc deux possibilités ici. On vient chercher la liquidité qu'on doit venir chercher. Là je suis à 45,3, je suis monté un peu haut, mais globalement... Voilà, finalement elle se trouve sur ce niveau 5 minutes là. Très rapidement, et derrière on se retourne pour venir rechercher les longueurs finalement retardataires, comme ceci. 2, on larve, c'est relou, pardon. On larve un petit peu, alors on peut larver comme ça, bien évidemment, il n'y a pas de souci, jusqu'à finalement venir chercher cette fameuse liquidité à 44,5, on va dire, et puis là au bout d'un moment, les shorts seront fatigués, et puis c'est là qu'on fera le mouvement baissier. Ce qu'il faut comprendre en tout cas là-dedans, enfin voilà, moi je partirais plutôt pour ce scénario-là, quoi, c'est-à-dire on fait une sorte de biseau là, ascendant.
ça me saoule. J'ai une autre souris en plus, hein, donc c'est juste celle-là marche moins bien. Et quand elle est rechargée, je change d'avec l'autre. Donc voilà, une sorte de biseau là, par exemple, un peu larvé comme ça. Et puis finalement, derrière, target, le bas du biseau, 41,5. Possibilité aussi de faire quelque chose comme ça, bien évidemment. On va voir comment ça se construit, hein, tout simplement. Pour le moment, en tout cas, on a un canal ici. Perdre ce canal, ça serait plutôt baissier. Casser ce canal vers le haut, ça serait extrêmement haussier. Et là, on parle, je le rappelle, de finalement revenir dans cette zone-là. 47,5, on a dit tout à l'heure, hein, sur l'épaule tête-épaule. Ça nous emmènerait finalement tout en haut de cette imbalance. Après, est-ce qu'on ferait un double top ou est-ce qu'on dégagerait vers le bas? C'est une question à laquelle je pense que chacun doit répondre à sa manière. Ici, il faut bien comprendre que... Ça va être une vidéo un peu longue, encore une fois, mais ici, il faut bien comprendre qu'on est en train de se battre entre finalement une latéralisation, ici, d'accord, plutôt une figure de continuation, et la perte d'une daily, ici. Pour moi, c'est les deux événements, les deux choses qui sont extrêmement importante dans ce qu'on voit sur le prix, d'accord. Venir repasser et s'installer au-dessus de la daily ouvre le champ à toutes les possibilités. Donc soit double top dans cette zone, et pour le coup là vous devez partir du principe que le sell de news ETF n'est pas terminé, on est dans une structure de distribution, le top a été trouvé sur ce fameux sell de news, ça doit être votre mindset qui doit vous dire en fait voilà, pour moi on en est là, et donc du coup tout ce qui est intéressant dans cette zone à shorter je le prendrai. Et à l'inverse vous avez aussi le fait de vous dire un range en général c'est une structure de continuation, ici on a ce range qui se construit, on a finalement un climax du range où on en sort, on le réintègre, on vient chercher également la liquidité qui est en dessous, donc du coup on fait la purge si vous voulez, et là maintenant on peut partir sur le fait de faire un nouveau plus haut. C'est les deux choses auxquelles vous devez vous accrocher, et là pour le coup la réponse je ne l'ai pas, mais par contre c'est dans l'exécution de votre scénario que tout va se jouer, c'est-à-dire combien je suis prêt à mettre en termes de taille de position sur tel ou tel scénario, d'accord? Et à quel moment, en termes de price action, j'ai mon invalidation. Et ça déterminera tout simplement votre point d'entrée, la taille de votre position et votre stop loss, et bien évidemment vos TP également. Mais là, c'est plus votre mindset qui doit parler que tout simplement votre... Enfin, moi, même tout simplement, qui doit parler pour vous. Je viens pas vous dire, encore une fois, quelle doit être la couleur de votre carrelage dans votre salle de bain, parce que c'est votre maison et c'est votre thune, ok? Donc, qu'on soit bien d'accord, voilà. Pour moi, scénario privilégié, en tout cas, c'est... On a une A, on larve un peu en dessous, ou alors on vient chercher la liquidité là où elle est, 44,5. Derrière, on réintègre et on perd les 38. Maintenant, je serai tout à fait ouvert à ce que vraiment on s'installe au-dessus ici de la daily. Quel sera mon critère de décision, mon critère d'aide à la décision graphique, etc. Une réintégration de la daily sur la time frame daily, c'est-à-dire on n'avait jamais jusque-là. On n'avait jamais jusque-là passé une journée entière sous cette ligne. D'accord, jamais une journée ouverture-clôture n'a été passée sous cette ligne depuis qu'on tient ce momentum sur cette structure-là. Si jamais on fait une journée entière au-dessus de cette ligne, je serais prêt à dire, ok, critère d'aide à la décision graphique, elle est réintégrée. Ça n'est pas magique, il est possible que 2 jours après, on reperde cette daily, d'accord? Mais c'est juste simplement le moment où moi, ma décision, elle est aidée par la charte pour me dire, ok, on a cassé dans ma time frame, mon critère de décision, mon critère d'aide à la décision graphique est validé. Et donc du coup, je sors de ce short, ou je n'ouvre pas de short, ou je change mon biais, ou ce genre de choses, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un peu de philosophie aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop pompeux, et que c'était quand même audible. Difficile sans support, hein. J'ai pas vraiment préparé le truc ici, mais des fois j'aime bien parler aussi de choses et d'autres. Je pense que demain, parce que demain on est le 31, on fera peut-être une vidéo sur l'inflation justement, et sur quels pourraient être les chiffres de l'inflation du mois de janvier. On utilisera Trueflation, on utilisera les outils de la Fed, on utilisera les indices de commodité, enfin comme on le fait un peu en fin de chaque mois, et puis pour essayer d'aller voir où peut se trouver tout simplement le prochain CPI. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai l'habitude de poser en fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, aujourd'hui on parle de
Compléments alimentaires, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires, je sais pas, type vitamine C, spiruline, toutes ces choses-là, notamment en hiver, je sais que beaucoup de gens sont assez friands de ces choses-là. Donc voilà, ça sera la question du jour, question à la con, hein, donc du coup, à question à la con, réponse à la con, n'hésitez pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.